Bonjour, jeu de rôle aujourd'hui avec le deuxième numéro de la revue Sombre. Donc le premier numéro était des plus enthousiasmants. Il appelait à des lectures complémentaires pour en exprimer toute la sève. Ayant fait l'acquisition des 4 premiers numéros en même temps il y a un bail, j'avais d'ores et déjà l'occasion de poursuivre sans plus attendre. Et donc aujourd'hui, hop, Sombre numéro 2. Un peu plus touffu que le précédent, en raison des cartes de personnalité qui prenaient vraiment beaucoup de place dans le cahier du premier. Ce deuxième opus affiche un sommaire varié, mêlant système, scénario, cadre de jeu, ou Dark World dans la terminologie de Sombre, et articles théoriques. Parler de dispersion serait cependant peut-être abusif, d'autant que ce volume à plusieurs reprises témoigne d'une optique globale bien différente de celle du premier numéro. Dans celui-ci, la mécanique était certes minimaliste, mais aussi assez souple et finalement pas si différente que cela. Le scénario House of the Rising Dead, de même, n'avait rien de bien révolutionnaire, s'il était tout à fait convaincant, et même plus. Ici, Johann Scipion, et oui, l'auteur doit être mis en avant, Sombre et son jeu et son emploi de la première personne, aussi légitime soit-il, est sans doute même bienvenu, peut néanmoins déconcerter les lecteurs qui n'ont guère l'habitude du procédé en jeu de rôle. Ici, Johann Scipion donc révèle des aspects différents de Sombre et dans une optique tout particulièrement adaptée au jeu en convention, qu'il a beaucoup pratiqué, au fil d'innombrables playtests qui sont autant d'étapes capitales dans l'élaboration du jeu et de ses scénarios, pour beaucoup dans sa finition irréprochable. Il est certes possible d'utiliser tout cela en dehors de ce cadre, mais cela nécessite quelques adaptations, et surtout je ne garantis pas que ce soit aussi intéressant. Mais il est vrai que je suis sans doute assez mal placé pour parler de tout ça, mon expérience étant des plus limitées. Reste que, n'ayant jamais joué en convention et n'étant pas bien certain que ça me plairait, le cas échéant, même s'il y a d'autres aspects à prendre en compte en raison des contraintes de temps, cruciales dans les exposés appropriés de ce deuxième opus, et j'y reviendrai, je me suis du coup senti bien moins concerné que par le premier numéro. En même temps, je ne crache pas dans la soupe, parce que c'est bel et bien l'occasion pour l'auteur de montrer tout ce qu'il y a sous le capot en autorisant des expériences ludiques véritablement autres. À cet égard, c'est incontestablement le scénario d'ouverture qui brille le plus. Et contrairement à ce que j'avais fait dans le premier numéro, je vais faire en sorte de ne pas spoiler, ce qui ici serait plus néfaste que productif. Ubiquité est présenté comme un survival compétitif, citant Battle Royale et Cube comme ses inspirations essentielles. Encore que le terme inspiration puisse être contestable, l'auteur nous dit qu'il n'avait pas de lui-même fait le lien avec Cube avant les premières playtests. En soi, c'est déjà bien distinct de ce que le jeu de rôle offre traditionnellement. Selon l'expression d'usage, c'est du PvP, player versus player, et qui plus est du PvP pur. Il y a bien un environnement avec ses amusantes spécificités, mais pas de PNJ. Il n'y a que les joueurs, aux personnages ultra minimalistes et dénués de background, et ils doivent s'entretuer. Mais l'originalité du scénario va plus loin. Elle passe en effet par un ensemble de principes stricts du ressort du meneur de jeu et qui sont censés participer de la dynamique de la partie ou en rajouter dans sa différence essentielle. La plus importante de ces originalités est probablement que la partie est chronométrée. Le MJ lance le chrono après avoir expliqué les règles et succinctement décrit la situation de base. À partir de là, les joueurs ont 1 heure, pas plus. Si, après que cette heure de jeu se soit écoulée, il n'y a plus un survivant, c'est un échec. En rien différent, somme toute, de l'éventualité que les PJ soient tous morts. Contre le principe classique, et que j'aime bien par ailleurs, voulant qu'en jeu de rôle il n'y ait pas de gagnant, ici il doit y en avoir un. La partie n'est véritablement remportée que s'il y a un unique survivant. Il a alors le privilège insigne de se voir expliquer le fin mot de l'histoire, à lui de voir s'il en fera part aux autres joueurs ou pas. Parce que c'est une autre différence essentielle, et qui exige du MJ une souplesse intellectuelle, en même temps qu'une autorité affirmée, dont je crains d'être dénué. Le cadre très restreint de la partie impose, c'est ici impératif, que les joueurs dont ce n'est pas le tour de jouer quittent la table. Par ailleurs, ceux dont les personnages sont morts quittent la table aussi, contrainte que le format court est censé autoriser. Le MJ de manière générale doit toujours parfaitement savoir où se trouve chaque PJ, mais ce sans tenir de plan, ce qui demanderait trop de temps et pourrait trahir des secrets de l'environnement de jeu. Certes, son allure générale de cube, mais avec d'amusantes particularités, est supposée lui faciliter la tâche, mais ça n'a cependant rien d'évident. À lire, en fait, pareille gestion me paraît épuisante. On peut y ajouter d'autres trucs de mise en scène, l'éclairage surtout.
et le MJ souffle régulièrement les bougies, manière de signifier que le temps passe. Les PJ ne doivent pas avoir de montre, etc. Bon, ce genre de choses. À vrai dire, concernant tous ces aspects, entre autorité, rite et chronométrage strict, Ubiquité n'est pas sans avoir un côté «Oh oui, MJ, fouette-moi, fais-moi mal», peut-être d'autant plus du fait de cet emploi de la première personne d'ailleurs. Mais l'essentiel est que c'est très intéressant. Contrairement à toute attente, la baston n'est pas tout dans ce contexte, et il y a plein de petits détails qui peuvent faire de ce scénario, eh bien, un scénario. Mais ça, j'y reviendrai très vite. Je ne suis pas très amateur de rites ludiques, et par ailleurs je ne suis donc guère attiré par le jeu en convention, qui à l'évidence a nourri Ubiquité. Mais il y a bien quelque chose dans ces pages, quelque chose de différent et très habilement conçu, et amélioré avec un feedback en béton. Ce n'est pas forcément pour moi, d'autant que jouant en virtuel je ne serais pas bien sûr de pouvoir faire une adaptation pertinente, mais y a pas, c'est stimulant, et horrible, et amusant. Je reste un peu perplexe sur l'idée d'une partie d'une heure maximum, de manière générale, mais dois reconnaître qu'en l'état, il y a sans doute de quoi faire et en retirer énormément de plaisir. Je suis plus sceptique quant à l'étape suivante dans cette optique. Je saute les deux articles Peur et Briefing pour le moment, liés Ubiquité et Sombre Zéro puis Overlord me paraît davantage faire sens. Sombre, ou Sombre classique si Johan Scipion y tient, est à la base une mécanique très minimaliste. Je ne vous apprends rien. Mais dès ce deuxième numéro, l'auteur nous présente une version plus minimaliste encore, et c'est peu dire. En fait, Sombre Zéro répond à un objectif double, l'initiation et, selon ses termes, le speed gaming, jouer n'importe où sans véritablement de matériel et sur un format très court, même uniquement en un quart d'heure si ça se trouve. Et là, je dois dire que j'ai vraiment du mal à en voir l'intérêt. C'est tellement aux antipodes de mes conceptions du jeu de rôle, oui au pluriel, même si je suis très traditionnel globalement, j'apprécie quelques alternatives, que ça me dépasse complètement. Pour autant, la mécanique de Sombre Zéro n'est certainement pas ce qui pose problème à mes yeux. Le fait est que, même réduite de la sorte, plus minimale que jamais, et oui, probablement trop en ce qui me concerne, ce même si je déteste dans l'autre sens ces systèmes trop compliqués ou complexes, cette mécanique demeure une mécanique. Elle est cohérente, elle fait sens, visiblement elle tourne. En fait, dans sa simplicité, surtout orientée combat, elle a quelque chose de l'évidence d'un bon jeu de plateau, ce qui n'est certainement pas désagréable. Ainsi avec ses PNJ en forme de carré qu'on tourne pour indiquer l'état de santé. Mais stop, je vous arrête tout de suite, je ne suis pas en train de dire que Sombre Zéro, ou plus encore Sombre Classique, ce n'est pas du jeu de rôle. C'en est. Parenté n'est pas identité, mais c'est un rapport assez complexe en fait, et qui, dans le cadre de ce deuxième numéro, m'a amené à questionner mes envies et mes limites. Car le problème c'est que faire de tout ça, pour moi du moins, parce que j'ai donc du mal à envisager de jouer sur un format aussi court. En fait, peut-être ici faudrait-il forcer le trait en définitive, en renforçant la parenté avec un jeu de plateau. Peut-être, mais sans grand enthousiasme en ce qui me concerne. Le scénario associé à Sombre Zéro dans ce deuxième numéro s'intitule Overlord. Côté inspiration, il est particulièrement enthousiasmant, louchant du côté de Dog Soldier, ce genre de choses. Des nazis, des loups-garous, youpi, ne manque que des tentacules, mais ça c'est pour l'article suivant. Sauf que, eh bien, après une très très brève mise en contexte, les PJ se battent, et c'est tout. Ça m'a fait l'effet d'un très triste gâchis. En l'état, je ne peux pas qualifier Overlord de scénario. C'est une baston. Et une baston n'est pas un scénario pour mon mât rigide. Là, je vais m'éloigner de Sombre, parce que notez bien que ça a sans doute à voir avec un certain nombre de préconçus de ma part, portant notamment sur la durée du jeu. Mais surtout, il faut entendre par là que ce n'est donc pas tant me concernant une critique de Sombre Zéro qu'une inaptitude et ou un désintérêt plus global pour les scénarios vraiment très très courts. Certes, mon expérience est des plus limitées, et il y a eu des réussites dans ce registre. Influenza au premier chef, parfait pour ce format. D200 aussi, si je ne m'abuse, mais il m'a considérablement moins marqué. Mais les quelques one-shot au sens le plus strict, une séance de 3 ou 4 heures, que j'ai pu faire depuis, et ce, quel que soit le jeu, et mécanique traditionnelle ou truc un peu plus bizarre, peu importe, m'ont tous considérablement ennuyé, en tant que PJ. Bonjour, je suis ce personnage et vous êtes ce personnage, comment allez-vous? Hop, 10 minutes de social pour le principe, hop, 10 minutes d'exploration, hop, baston, 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 hop, fin. C'était bien? Ben non, enfin pour moi en tout cas.
Dans l'absolu, c'est peut-être bien, mais moi, me, myself, I, ça m'emmerde. Ces quelques mauvaises expériences m'ont peut-être rendu trop sceptique, oui, c'est très possible. Mais un jeu de rôle qui consiste en une baston, très peu pour moi. En fait, de manière générale, la baston tend à me faire chier en jeu de rôle, et plus encore quand elle passe par des règles détaillées. Certes, pas le problème ici, c'est déjà ça. Quand me sortent plateau et figurines, ou un bon jeu vidéo, je pourrais y prendre énormément de plaisir. Mais en jeu de rôle, avec l'abstraction qui va plus ou moins de pair, je n'y arrive pas. J'aime beaucoup les jeux tactiques, mais je ne me les figure pas ainsi, et surtout, peut-être parce que je suis bien trop borné, hein, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire quand on me dit jeu de rôle. J'aime les histoires. Pas nécessairement les romans fleuves, loin de là. Côté littérature, je suis plutôt nouvelle d'ailleurs. Mais j'aime les histoires, avec des personnages, un cadre, des interactions, des dilemmes, des tensions, des rebondissements. Les parties que j'évoque en étaient totalement dénuées. Vague sociale, vague exploration, baston, baston, baston. Je crains que Sombre Zéro, dans son principe même de speed gaming qui me dépasse, ne reproduise ce schéma et dès lors ne soit pas du tout pour moi. En tout cas, c'est vraiment l'impression que donne Overlord pour le coup. En fait, c'est là qu'Ubiquité brille tout particulièrement peut-être, et en y revenant donc. Le scénario a beau être focalisé sur le combat, et qui plus est sur une durée très très brève là encore, même si pas autant, c'est pourtant bel et bien un scénario. Et ce, malgré les PJ sans background et en tenant compte de sa structure lâche, presque sans événements extérieurs. Ce scénario, à la lecture, m'a intrigué et stimulé, même sans m'y reconnaître, mais peut-être encore plus pour cette raison. Et j'y ai vu une bonne histoire. Overlord, c'est tout le contraire. Et ce n'est peut-être d'autant pire que le cadre est chouette. Ce gâchis n'a fait que confirmer mes préjugés. Le numéro se conclut sur un cadre de jeu, ou Dark World. Je n'étais pas convaincu par la nécessité d'un cadre pour ce jeu si orienté one-shot, mais c'était un bref préjugé de ma part, sans doute. D'autant que, d'une certaine manière, Joanne Scipion me prend par les sentiments. Extinction mêle en effet Lovecrafterie, surtout Dagon, l'appel de Cthulhu et le cauchemar d'Innsmouth, référence essentielle, et cadre post-apocalyptique ou apocalyptique au choix. Nous sommes en 2056. À mesure que le XXIe siècle progressait, tout allait de mal en pis. Tensions internationales, pénuries, changements climatiques, puis le grand Cthulhu s'est réveillé. Dans son sillage, des hordes de profonds se sont lancées à la conquête du monde, quitte à ce que les bébêtes poisseuses se battent entre elles aussi souvent qu'avec les quelques rares humains qui survivent. Charmant, non? L'exposé général comprend sa part de bonnes idées. Notamment Cthulhu ici n'est clairement pas la version d'Herlétienne, et peut-être aussi d'une manière un peu différente le Cthulhu du jeu de rôle L'appel de Cthulhu. Tout ce qui se passe autour de lui, il s'en fout. Il se fout de ses adorateurs humains autant que des profonds. Il est bien au-dessus de tout ça, et ses motivations sont par essence incompréhensibles. Que les profonds eux aussi fassent les frais de cet environnement et de l'indifférence de notre poulpe préféré est même une très bonne idée, ainsi que leur propension à s'entretuer. Je suis plus sceptique concernant le rôle de Nyarlathotep, qui, comme souvent, me paraît mal s'intégrer dans ce schéma en tant que trickster impliqué dans les combines des mortels et d'une malignité marquée. Mais globalement, c'est assez chouette. Mais qu'en faire? À s'en tenir à ces considérations générales, pas grand-chose. C'est sans doute un peu trop flou. En tant que tel, Extinction déçoit un peu car il n'en dit pas assez. À moins de retourner le problème, de toute façon inutilisable, il en dirait alors trop. Ce qui est nettement plus intéressant, ce sont les 7 settings qui concluent l'article. En s'émancipant de ce cadre de jeu trop flou le cas échéant, il ramène l'histoire à un cadre local, avec toujours des petits détails intéressants. Pour le coup, le goût de trop peu demeure éventuellement. Chacun de ces settings ne tient après tout qu'en une seule colonne. Mais oui, c'est intéressant et il y a sans doute de quoi faire. Je reviens maintenant sur les 2 articles théoriques de ce deuxième numéro. Ils s'enchaînent entre Ubiquité et Sombre Zéro. 2 articles qui affichent haut et clair, non, sombre, leur subjectivité avec une première personne en avant. Le premier s'intitule Peur, et c'est typiquement le genre d'article, cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Joanne Scipion y présente sa conception de la peur comme au cinéma, mot d'ordre de sombre. Ce qui l'amène à discuter différentes notions, proches mais pas synonymes, telles que l'horreur, la terreur, le fantastique, le surnaturel, etc. Ces différentes notions ayant été envisagées au regard des sources cinématographiques et éventuellement littéraires, il s'agit de voir ce qu'il est possible d'en tirer dans le cadre du jeu de rôle d'horreur, à distinguer du jeu de rôle où on vit des aventures, dominant, et c'est là un point essentiel concernant la perception des PJ. Dans Sombre, ils sont donc des victimes, pas des héros, au sens de l'aventure du moins, ce qui change considérablement la donne.
Je n'ai pas grand-chose à en dire. Ça se lit très bien, sans être passionnant. C'est pertinent sans doute, pas bien original ceci dit, et d'une utilité directe en jeu éventuellement douteuse. Peut-être parce que, prépondérance du jeu d'aventure ou pas, l'acquéreur de Sombre a sans doute dès le départ sa petite idée de ce qu'est la peur comme au cinéma. D'autant cependant comment l'épouvante ou le gothique sont remisés de côté. Effectivement, à vue de nez, ils ne sont pas le propos de Sombre, et ce malgré la présence de ce brave Igor dans l'article suivant. Dans cet article bien plus long, sobrement à son tour intitulé Briefing, Johan Scipion explique comment lui il présente son jeu, notamment en convention donc. Pour le coup, c'est très intéressant, et peut-être directement utile, même hors convention, pour présenter les principes et le système du jeu. On sent que l'exercice a été bien rodé, que l'auteur s'y est livré des dizaines de fois, et il nous fait donc part de manière tout à fait bienvenue de son approche, qui pourrait à vue de nez être une routine, mais s'avère bien plus que cela, car essentiellement pratique. Techniquement, le lecteur n'y apprend pas forcément grand-chose, tout figurait déjà dans le premier numéro de Sombre. Encore que la fac complétée puisse apporter des précisions éventuellement utiles, je m'en doutais mais l'adrénaline ne sert que pour les jets de corps, pas ceux d'esprit, ou que l'exposé puisse mettre en lumière des dimensions évidentes de la mécanique, mais qui m'avaient pourtant échappé. Plus le niveau de corps diminue, plus les dégâts variables diminuent. Ça tombe sous le sens, mais je n'y avais pas fait gaffe, con de moi. Mais l'exposé donc clair, limpide même, il est bien, à n'en pas douter, le meilleur moyen de présenter le jeu, fond et forme. Et du coup, c'est une lecture bienvenue, et probablement bien plus utile qu'elle n'en a l'air. En fait, c'est le meilleur moment de ce deuxième numéro, avec Ubiquité et éventuellement les settings concluant Extinction. Le bilan est donc différent de celui du premier numéro. Celui-ci m'avait pleinement convaincu du début à la fin, à quelques tout petits bémols près. Mais à y revenir après coup, je n'en perçois que davantage son relatif classicisme. Sombre numéro 2 adopte dès lors une approche différente qui permet d'envisager des parties autres. C'est à la fois la force et la limite de ce numéro. À titre personnel, je ne m'y reconnais plus ou moins, en fonction des articles. Dans certains des articles où je ne me reconnais pas, je trouve quand même bien des choses intéressantes, même si le mot le plus juste est peut-être stimulante. D'autres fois, cela ne passe pas, sans que ce soit bien grave, certes. Je ne garantis pas du coup que je me servirai un jour de Sombre numéro 2, là où j'espère vraiment me servir un jour de Sombre numéro 1. Aussi ne puis-je pas conseiller ce deuxième opus avec le même enthousiasme. Mais c'était globalement intéressant, et je suis curieux de voir ce que la suite donnera. Bientôt le numéro 3.